Du lundi au vendredi sur Télésud. À 19 h en direct, le journal de la rédaction. À 19 h 15, l'entretien du jour. Tous les lundis à 21 h 15, le JDS de Télésud. Et tous les samedis à 19 h 30, l'info continue. Télésud, un regard sur l'info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire, le programme qui revisite le panthéon africain, l'histoire, les figures, les faits qui existent déjà depuis l'année dernière et qui, me dit-on, ne cessent de rassembler du monde de plus en plus, de nouveaux téléspectateurs qui nous viennent des nouveaux pays, comme on dit du côté de la France. Bonjour aux téléspectateurs d'Europe du Nord. On a salué abondamment ceux des États-Unis et du Canada. Bonjour à nos amis qui nous ont écrit de Suède, de Norvège et même de Chine à ce programme. Aujourd'hui, on va parler d'un grand homme. On espère qu'on laissera une trace, au moins le millième de ce qu'il a fait au cours de ce programme. Et je pense avoir les bonnes personnes. On va parler. Je serai très bref parce qu'il faut laisser le temps aux experts de la question de s'exprimer. Je serai bref parce qu'on va parler d'un immense personnage de l'histoire de l'humanité, au-delà de l'histoire africaine. Nous allons parler, j'ai nommé du docteur, j'insiste, Cheikh Anta Diop. Grand penseur, grand savant, grand révolutionnaire de la pensée sénégalais. Aujourd'hui, il a dépassé le cadre sénégalais, lui qui prônait justement le dépassement de ces lignes géographiques africaines qu'émitent, comme diraient les puristes, et qui a laissé une pensée qui traverse le temps, une pensée révolutionnaire sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel et même sur le plan moral, parce qu'il était animé d'une certaine éthique, d'un certain souci de la vérité. Le scientifique qu'il était y aidait. Et certainement, il a laissé aussi un projet politique, c'est la partie méconnue de Cheikh Anta Diop. Il y a une immense littérature autour du personnage, sur son œuvre scientifique et intellectuelle, mais très peu a été dit sur son œuvre politique, sur son projet politique en l'occurrence, tellement il a été entravé que peut-être n'a-t-il jamais mis un certain nombre d'idées en pratique. Nous allons parler avec ceux qui peuvent être légitimement considérés comme ses héritiers, d'abord parce qu'ils sont à la tête de l'institution du parti politique que lui-même a créé, le Rassemblement national démocratique. Le mot national a souvent fait peur, mais ici, on va creuser. On verra ce que le Cheikh a voulu dire par là. J'ai l'honneur de recevoir celui qui est l'actuel secrétaire général du dit parti, le parti créé par Cheikh Anta Diop lui-même, le Rassemblement national démocratique, le parti qui existe toujours, Cheikh Diallo Blondin Diop, le bien nommé. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, c'est nous qui sommes honorés. Et pour l'introduction éclairante pour les gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler du professeur Cheikh Anta Diop. Oui, je suis effectivement ici en tant que secrétaire général du RND, le dernier parti politique qu'il ait eu à fonder. Mais je crois que du fait de caractère pluridimensionnel, tant de la vie que de l'œuvre de cet illustre Africain, il faudrait commencer par le commencement et par la révolution épistémologique, la rupture paradigmatique qu'il a provoquée par ses travaux anthropologiques, sur la genèse de l'humanité et l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée. Merci d'avoir honoré de votre présence notre plateau et notre débat aujourd'hui, qui se veut simplement pédagogique. On ne va pas faire une émission en médounétaire, comme je l'ai dit à mes invités en aparté, sinon on ne serait pas nombreux à la suivre. Ça, c'est pour les experts et ceux qui débattent sur les différents courants, etc., etc. Ici, on va simplement expliquer à une jeunesse ou à une Afrique qui connaît Cheikh Anta Diop sous d'autres aspects, comment il a voulu traduire la renaissance africaine en projet politique. Vaste programme. Nous avons donc aussi, en compagnie du docteur Diallo Blondin Diop, qui est médecin,
un autre scientifique aux commandes de la pensée africaine, ça a souvent du bon, ça. Nous avons des compagnons de lutte qui sont avec vous, qui travaillent du côté de Paris pour la Ligue panafricaine Umoja. Le secrétaire général, donc, qui est le chef de cette association, de ce mouvement politique. Comment vous définissez-vous? Monsieur Shemsou Sek. Oui, bonjour. Bonjour. Juste pour rectifier, je ne suis pas le secrétaire général, je suis juste un modeste militant, mais membre du bureau fédéral et en charge du pôle médias et diplomatie et également en charge du projet du congrès panafricain. Donc, en tout cas, merci pour cette occasion que vous nous donnez de parler de l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop. Je suis moi-même un Diopien convaincu. Peut-être même trop. En tout cas, merci pour l'occasion. Donc, on aura. Qu'est-ce que c'est votre organisation? Quel est son objet? Donc, la Ligue panafricaine Umoja, LPU, est une association politique. Nous sommes sur le continent en section territoriale. On se déploie au fur et à mesure sur le continent. Nous avons à peu près 5 à 6 sections territoriales déjà déclarées. Vous comptez combien de membres? Nous comptons sur la section France à peu près une trentaine de membres. Sur la section Espagne, il y a à peu près 7 membres. Au total? Et au total, je dirais, il y a à peu près une soixantaine de membres. Vous existez sur depuis combien de l'ensemble temps? des sections. Vous existez depuis combien de temps? Nous existons depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Quel est l'objectif? Puisque Ligue panafricaine, c'est déjà un programme. Umoja, ça signifie quoi pour Alors, ceux Umoja, le terme Umoja, ça signifie unité. Et depuis nos dernières universités, nous nous définissons comme un mouvement de libération. Vous œuvrez à l'émergence d'une organisation africaine supra-étatique, dans la lignée du panafricanisme prôné par Diop et d'autres. Voilà, donc nous avons inscrit effectivement dans nos statuts l'objectif que suivait le professeur Cheikh Anta Diop, donc de l'instauration d'un État fédéral. Et nous avons inscrit dans nos statuts les 2 piliers en termes idéologiques que sont Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah pour le combat pour l'unité de l'Afrique, également le combat pour la renaissance africaine. Est-ce que vous parlez aux peuples africains ou aux institutions africaines pour l'émergence de cette Afrique unie? Alors, quand on est diopien ou quand on est LPU, on parle au peuple, d'abord. En face et à côté de vous, Monsieur Obambe Gakoso, qui est le porte-parole de votre organisation, qui a peut-être un mot à rajouter sur votre objet. Oui, un petit complément. En fait. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci à vous. Je suis effectivement porte-parole et secrétaire général adjoint de la Ligue panafricaine Umoja. Le complément d'information que l'on peut apporter, vous nous avez demandé si on parle au peuple. C'est vrai qu'il y a un mot qui est un peu plus fort que celui-là, c'est le mot de masse. Il faut s'adresser aux masses. Si on ne part pas de la base, on n'atteindra jamais le sommet. Et la Ligue panafricaine Umoja, en toute modestie, vise le sommet. Le sommet, pour nous, c'est de voir un jour le drapeau d'un État supranational sur le continent. On partira peut-être de 2 États, de 3 États ou 4, peu importe le nombre, peu importe ce que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants feront un jour, c'est le but. Et votre conviction est que ça passe par l'éducation? On n'a pas le choix. Nous sommes obligés de passer par l'éducation. Et voilà pourquoi nous faisons régulièrement effectivement des vidéos. Nous avons lancé un magazine qui s'appelle Panafrican, qui est en ligne, téléchargeable, 3 € par numéro, écrit par des membres de la Ligue panafricaine Umoja. Et vous êtes aussi auteur de ce livre. Oui, c'est un recueil de nouvelles que j'ai sorti effectivement au mois de juillet dernier. C'est 11 histoires qui se passent toutes en Afrique, vécues par des Africains et des Africaines, avec des destins plus ou moins communs, plus ou moins croisés. Voilà, donc là nous avons une représentation. Alors là c'est plutôt intéressant. C'est le tout dernier numéro de Panafrican qui va de décembre à février, enfin décembre 2013 à février 2014. Et nous avons parlé notamment du drame de Lampedusa, dont nos dirigeants ne parlent pas ou pas assez. Et vous nous avez demandé si on parlait aux autorités, mais nous nous adressons à tous les Africains et ça c'est également un canal que nous utilisons pour faire porter notre message. Merci pour cette présentation sommaire de nos invités qui, je pense, pour ceux qui en doutaient encore, vous donne une certaine autorité pour parler de la grande figure de Cheikh Anta Diop au cours de cette émission. On va faire une petite virgule, une respiration, une espèce de césure et on rentre dans notre sujet de plein pied. Jingle.
Alors, Monsieur Diallo, Blondin Diop, commençons par le commencement. Cheikh Anta Diop, né où? Dans quel pays? Ça vous paraîtra surprenant, mais il y a des gens qui le découvrent ce soir. Dites-nous qui est cet enfant qui naît quelque part au Sénégal. Merci encore. Cheikh Anta Diop est né dans un village reculé du Baol, au Sénégal, le 29 décembre 1923, ce qui fait que c'est à l'occasion du 90e anniversaire de sa naissance que j'ai été invité par la Ligue panafricaine Umoja à venir animer une conférence parce que c'est bien la première fois que nous commémorons son anniversaire. Ce que nous commémorons traditionnellement au Sénégal, c'est la date d'anniversaire de son décès. Le 7 février 1986. Très bien. Donc cela fait plus d'un quart de siècle que le RND, le dernier parti politique qu'il ait fondé, organise rituellement, si j'ose dire, un pèlerinage à Sédhiou qui donne l'occasion de rassembler ses amis, ses parents, ses partisans, ses militants et ses sympathisants. En 1923, à quoi ressemble le Sénégal? En 1923, le Sénégal est la plus ancienne colonie française d'Afrique, toujours sous la botte coloniale, sortant de la Première Guerre mondiale, pour laquelle nous avions fourni sous le nom de tirailleurs sénégalais des dizaines de milliers de soldats d'infanterie coloniale qui n'étaient pas que sénégalais, qui venaient de tout l'empire français d'Afrique, comme on disait à l'époque. Et ce Sénégal-là, surtout dans la région où il est né, dans l'arrière-pays, coïncidait avec l'apparition d'un phénomène confrérique inédit dans l'histoire du pays, le phénomène, la création de la confrérie mouride. Il était mouride? Il est né dans une famille mouride. Il a commencé par parce qu'il a de façon extraordinaire, il a perdu son père quelques jours après sa naissance. Ce qui fait qu'il était un fils unique. Et il a donc commencé, comme tous les enfants du terroir. Il est né en milieu rural? Il est né dans un village reculé, je vous dis, qui ne devait pas avoir 50 habitants à l'époque. Vous voyez? Et il a commencé par l'école coranique dans la capitale du mouridisme, Diourbel. Et il a appris le Coran en même temps que d'éminents dignitaires de la famille des Mbaké Mbaké. En précisant que le mouridisme, c'est un mouvement créé par Serigne Touba. Serigne Bamba. Et qui apportait quoi comme nouveauté dans l'islam qui propre au Sénégal? Un islam, si j'ose dire, africanisé, indigénisé, par rapport à l'islam de la confrérie Tidjane, qui était fortement arabisé. Vous voyez, et dont le fondateur repose à Fès, au Maroc. Il va à l'école très tôt? Il va à l'école coranique très tôt, mais il en sort relativement tard, puisqu'il n'arrivera à l'école française qu'à l'âge de 11 ans. En quelle classe? Il a commencé par ce qu'on dirait le CI, c'est-à-dire par la première année de l'élémentaire, mais étant donné que c'était un surdoué, et que c'est difficile à contester, et que son maître coranique l'avait déjà identifié comme tel dans son apprentissage du Coran, au point qu'on l'a accusé de favoritisme en faveur de cet élève, il a sauté les classes dans le cursus scolaire français pour arriver rapidement, à la veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au baccalauréat, où il a passé dans la même année, 1945, si je ne m'abuse, ou 46 plus exactement, et le baccalauréat Mathelem et le baccalauréat philo, la même année. C'est ce qui lui a permis de bénéficier d'une bourse de la municipalité de Dakar grâce au président Lamine Gueye, qui était le grand notable politique sénégalais de l'époque ayant succédé à Blaise Diagne. Et il s'est retrouvé à Paris, où il a mené de front des études littéraires et des études scientifiques. En vérité, je leur ai raconté ça hier, à l'arrivée à Paris, il voulait faire l'école supérieure d'aéronautique. Il avait débarqué avec l'idée de faire super-héros. Mais malheureusement, l'école avait été fermée par les Américains après la Libération. C'est ainsi qu'il se retrouvait en faculté des sciences à faire une licence de physique-chimie. Mais très vite, il s'est intéressé à l'histoire, puis à l'anthropologie, puis à la linguistique, et il a fait des études de philosophie, il a fait des études d'histoire, il a même fait des certificats d'esthétique lorsqu'il a découvert l'Égypte. Bref, il a acquis une formation académique pluridisciplinaire. Quel est l'environnement dans lequel il débarque à Paris? L'environnement
noir à Paris? Alors, on est au lendemain de la défaite du nazisme, mais la contribution décisive des colonies françaises à la libération de la France, c'est grâce à l'arrière-pays colonial, hein, le territoire d'outre-mer, comme on va dire, à partir de 1946, que la France va faire partie des pays vainqueurs et non pas des pays libérés. Le contre-coup, c'est que toute l'élite intellectuelle africaine, francophone si j'ose dire, naissante, était dans la vague du réveil indépendantiste qui va déferler à travers les 3 continents et en particulier à travers l'Asie et l'Afrique. C'est la même période aussi où est en train d'émerger en France le fameux mouvement de négritude, dont les 2 figures sont très connues et on va retrouver un duel plus tard. Senghor, Césaire, il y a Alioune Diop et il y a d'autres. Et Léon Gontran Damas. Ils sont amis, ils se côtoient? Non, parce qu'ils ne sont pas tout à fait de la même génération. Senghor est né en 1905-1906. C'est son aîné. Et au moment où Cherf aborde ses études supérieures, Senghor a lancé le mouvement de la négritude au moins une décennie auparavant. Il est enseignant. Il est enseignant et surtout il rentre au pays pour se lancer en politique puisque c'est Lamine Gueye qui va le présenter aux Sénégalais. Et on doit à la vérité de dire que le concepteur de la notion de négritude, c'est Césaire. C'est pas Senghor. Mais Césaire restera éternellement reconnaissant à Senghor de lui avoir fait découvrir l'Afrique. Dans un contexte où le mépris pour l'Afrique et les Africains était tellement ordinaire que ce fut pour lui une véritable révélation. Vous parlez du mépris. Est-ce ce mépris qui va créer un choc chez Anta Diop et qui va le pousser à aller chercher quelque chose? Les autres ont cherché dans une certaine sublimation littéraire des choses. Lui, il allait chercher dans la science. En vérité, ceux qui ont connu Cheikh Anta Diop aux différentes étapes de sa vie vous expliquent que cette espèce de curiosité, hein, ou même d'avidité intellectuelle qui le caractérisait, a commencé dès l'école primaire. Il cherchait à transcrire sa langue maternelle dans un alphabet. Et comme on lui disait que c'était le pays de l'oralité et qu'il n'y avait pas de langue écrite africaine, il a essayé d'inventer un alphabet. On a retrouvé des cahiers où il essayait, parce qu'il avait une parfaite maîtrise de sa langue maternelle. Il était au CM2 quand il a effectivement... Quand il a sorti une tentative d'alphabet de son cru. Vous voyez? Et c'est comme ça aussi qu'il raconte qu'il est tombé sur l'Égypte presque fortuitement. Hein? Même si, selon Pasteur, il n'y a pas de hasard en science. Ou plus exactement, même s'il y a le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur l'Égypte au Louvre. Chemsou Seck. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe dans le jeune Cheikh Anta Diop parisien? Mais déjà, avant d'arriver au Cheikh Anta Diop parisien, juste quelques anecdotes. Effectivement, le travail qu'il a fait au collège sur l'alphabet. Et puis l'anecdote où il a été chassé de l'école. Cheikh Anta Diop a été c'est plus qu'anecdotique. Racontez-nous ça. Renvoyé de l'école parce qu'il avait certainement tenu affront avec son professeur en lui montrant ses insuffisances. Donc le professeur n'ayant certainement pas supporté l'affront de cet enfant presque prétentieux, mais en fait trop intelligent, l'a renvoyé à l'école. Peut-être que les détails de croustillant le docteur Diop pourrait en savoir plus. Mais effectivement, l'anecdote que je retiens, c'est qu'il a été effectivement renvoyé comme ça à l'école. Mais il a poursuivi quand même, il a changé d'école. Il faut savoir qu'à l'époque, les maîtres, les enseignants français, colonialistes, martelaient littéralement dans l'esprit de nos pères que, vous savez, en tant que nègre, vous avez forcément un coefficient intellectuel inférieur, limité. Et vous pouvez acquérir le niveau des primériens, on les appelait le niveau de certificat d'études primaires. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Parce qu'après, il y a le latin, il y a le grec, il y a les mathématiques. Et c'est un peu trop compliqué pour vous. Et d'ailleurs, le baccalauréat n'existait pas chez nous. En AOF et en AF, on l'appelait le brevet de capacité coloniale.
C'était son nom. C'est ce que Cheikh Anta a passé en 1946. Et les quelques rares... Il y avait à l'époque, pour toute l'AOF et toute l'AF réunies, dans les écoles qu'ils avaient créées, centralisées dans les capitales fédérales, les bacheliers se comptaient à l'unité. Vous aviez des promotions de 2, 3 admis au baccalauréat. Et s'efforcer d'atteindre le brevet de capacité coloniale et pour entrer à l'université était considéré comme une rupture de banc. Obambega Kosso, porte-parole de la Ligue Umoja, vous vous intéressez certainement au cheminement intellectuel de ce cher Diallo, ce cher Anta Diop. Vous y intéressez. Comment s'opère-t-il? Quel étudiant est-il à Paris, tout simplement? Brillant, multidirectionnel, où il a un projet clair, où les choses arrivent un peu par hasard, ce que ne dit pas Bachelard. Bon, là, je parle en mon nom, je ne crois pas au hasard. Et j'ai pour habitude de dire, j'ai dû le lire quelque part, mais en toute honnêteté, je ne saurais pas vous dire de qui je tiens cette citation. Le hasard, c'est notre incapacité à comprendre les choses. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai discuté avec un aîné, très érudit également, qui s'intéresse à toutes ces questions, Doumbie Fakoli. Oui. Et voilà, j'étais subjugué moi aussi par sa capacité à retranscrire enfin, tout ce qu'il nous offre au quotidien, que ce soit des essais, des romans et autres. Et il m'a fait une réponse qui m'avait frappé à l'époque, ça doit dater de 6 ans à peu près, on s'est rencontrés lors d'un salon du livre. Il a dit, mais, parce qu'on parlait également de Cheikh Anta Diop, je ne dis pas que c'est la même chose, mais les deux me font... Voilà, il y a beaucoup de similitudes. Il m'a dit, mais voilà, moi, ce sont les ancêtres qui me guident. Je me suis dit, mais à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit, ce sont les ancêtres qui me guident. Il dit, quand on demande aux ancêtres, ils finissent par nous répondre. Je ne me permettrai pas de parler de la spiritualité, des croyances de Cheikh Anta Diop. C'est assez nébuleux pour moi. Je découvre encore pas mal de choses là-dedans. Parce que pendant longtemps, effectivement, j'ai même pensé que c'était un mouride, musulman pratiquant et autres. Je découvre sur le tard que, enfin, quand je dis sur le tard, façon de parler, que ce n'était pas forcément le cas. Donc, c'était mystique. Alors, je pense que... Quelqu'un qui a une relation profonde et personnelle. Voilà. Je pense que vu le travail qu'il a eu à abattre, obtenir 2 baccalauréats dans son terroir, chez lui, arriver ici et braver tout ce qu'il y a, c'est vrai, tout le monde vous dira que c'était quelqu'un de très brillant et tout, mais moi, c'est d'abord le courage qui m'épate. C'est un homme, a priori, d'après ce que je lis, qui n'avait peur de rien ni de personne. Courage, détermination. Mais un courage à toute épreuve. Tous les jours dans la vie, dans le quotidien, on est confronté à des situations, on baisse les bras sur le continent, on se plaint tous les jours. Accélérons un peu, on se rapproche du temps fort. C'est-à-dire l'œuvre. Jusqu'ici, on a la formation de l'homme. Arrivons au temps fort de cette fameuse thèse. C'est en quelle année? Et une thèse qui va susciter pas mal de remous. Peut-être très rapidement, avant d'arriver à la thèse, il faut peut-être très rapidement dire que dès 1946, il a été secrétaire général de la jeunesse, du RND, donc il était du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui a connu d'illustres personnages, effectivement. Oui, la plupart des futurs présidents, Houphouët-Boigny, qui ont... C'est clair. Et effectivement, donc on arrive à la thèse. Qui a changé d'idéologie entre-temps, hein. J'imagine qu'il s'en est écarté, puis c'était cohérent. Tout à fait. Ils ont rompu. Voilà. Et donc on arrive... En même temps que Léo Miomé, qui était la section camerounaise du RDA à l'UPC. Voilà. Et le PAIGC, qui était la section guinéenne du RDA. Le PDG. À cette époque-là, le communisme était très prégnant en France. Est-ce qu'il a flirté avec le PAIGC de Cabral? Oui, en fait, le RDA était apparenté au groupe communiste au Parlement français. Au départ, oui. Mais il y a eu un désapparentement. Manipulé, manœuvré par François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur et de la France d'Outre-mer, avec des moyens un peu inavouables. Mais Cheikh Anta Diop n'a jamais accepté l'affiliation communiste, tout simplement parce que sur la question coloniale, les communistes, comme tous les autres courants de pensée du spectre politique français, étaient des colonialistes au fond. C'est-à-dire qu'ils disaient « Votre émancipation de notre tutelle ne pourra survenir qu'après la révolution prolétarienne en France. » Tout comme les gaullistes ou les autres disaient « Il faut que nous vous guidions encore quelques décennies sur les pas de la civilisation
avant que vous puissiez vous gouverner vous-même. Les grands-enfants. Et le grand-enfant, Cheikh Anta Diop, il a refusé d'être un enfant. Il est allé au bout de son parcours. Arrivons à la thèse, parce que ça passe très vite, les minutes d'une émission, puisque derrière, on a le projet politique. Arrivons maintenant à la pensée, qui va se matérialiser, enfin, qui va marquer comme ça son entrée sur la scène de la pensée par une thèse d'abord. La thèse en elle-même de Cheikh Anta Diop, elle porte sur quoi et pourquoi tant de remous autour de sa soutenance? Mais je vais juste dire quelques mots, docteur complétera. Bon, la thèse, le Cheikh Anta Diop, effectivement, a écrit la thèse qui est devenue le bouquin national d'agriculture, que voilà. Et le fond de la réflexion, bon, il dit qu'il est arrivé à l'Égypte par hasard. Mais ses recherches, en fait, d'historien, d'historien anthropologue, c'était d'abord de faire des recherches, de pousser le plus loin possible dans la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Et cette connaissance, effectivement, l'a emmené jusqu'à l'Égypte antique. Et cette pensée, effectivement, ce paradigme qui était nouveau à l'époque, en réalité, venait bouleverser. Qu'est-ce qu'il dit qui bouleverse les gens? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il explique en fait que son projet scientifique a résulté d'un constat au cours de sa formation universelle, académique. Il dit, quand je m'intéresse à l'histoire des autres peuples, je me rends compte qu'il y a une continuité jusqu'à la haute antiquité, jusqu'à la préhistoire. Quand j'aborde mon continent, à moi, l'Afrique, la plus grande profondeur que je puisse obtenir, c'est celle de 2, 3, 4 siècles. Et puis après, c'est le trou noir. Il dit donc, puisqu'on dit que certains disent, parce qu'à l'époque, c'était pas acquis, certains disent que l'humanité est apparue en Afrique. Mais entre l'apparition de l'Homo sapiens sapiens dans la vallée de l'Homo au Kenya et les temps modernes, que s'est-il donc passé? Et son projet a consisté à rétablir la continuité de l'histoire africaine des origines de l'humanité à nos jours. Ça va donc depuis le débat sur l'origine monogénétique africaine de l'humanité, qui est maintenant un lieu commun, plus aucun scientifique sérieux ne conteste ce fait. Je vous suspends quelques secondes et vous reprenez la parole juste derrière parce qu'il s'exprime sur cette question dans une vidéo tournée aux États-Unis et qui fera date. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie, et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la Terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. Voilà les vérités qui dérangent. Voilà. Mais en fait, le vrai coup de tonnerre dans le ciel serein de l'Académie occidentale impérialiste, c'est quand, dans sa remontée vers les temps modernes, Cheikh Anta va tomber sur ce qu'il a appelé le plus grand crime commis contre la science, contre la vérité scientifique, qu'est l'égyptologie coloniale. Résumé. En résumé, c'est la première grande civilisation de l'Antiquité. L'instructrice est la mère nourricière de l'humanité, de tous les autres continents, dans tous les domaines de la connaissance, de la science, de la religion, de la philosophie. Des arts. De tous les domaines, l'architecture, avec des traces matérielles incontestables, irréfutables, qu'on a tout simplement décidé d'en frustrer l'Afrique en disant que l'Égypte et sa civilisation antique, la première, n'est pas africaine,
qu'elle est sémite. Est-ce la raison cachée pour laquelle il y a donc le trou dans la continuité historique africaine? Il est arrivé à dater la date, l'époque précise où cette conspiration contre l'Afrique, cette frustration de patrimoine a été accomplie, la date du forfait et surtout son mobile, à savoir que, comme il dit, les chasseurs de la préhistoire tuent d'abord psychologiquement sa proie avant de la dévorer. On nous a émasculés avant de nous envahir. Ce qu'il faut dire, c'est que cette thèse du professeur Cheikh Anta Diop arrive aussi à une époque où déjà l'Afrique est sous domination et que l'idéologie établie, effectivement, parle de l'infériorité des Noirs et surtout les thèses de Gobineau, etc., qui parlent du fait que le Noir, non seulement ne fait pas partie de l'histoire, mais n'a rien apporté à la civilisation. À l'historique. À l'histoire. Et c'est là où la thèse de Cheikh Anta Diop, en fait, bouleverse effectivement, par ce nouveau paradigme, toute la pensée établie. Et ça c'est ce qu'il faut aujourd'hui dire de manière simple aux gens. Pourquoi Cheikh Anta Diop a été aussi banni? C'est parce qu'aujourd'hui, il a, on va dire, révélé presque des vérités inadmissibles, comme lui-même il l'avait dit. Vérité inadmissible. Il a ruiné les bases de l'érudition occidentale. Et ce n'est pas qu'une thèse pour dire aux gens qui est un point de vue. Il fait une démonstration scientifique. C'est une démonstration, mais on l'a empêché de la soutenir en Sorbonne. Parce que le doyen Gaston Bachelard, président de son jury, était prêt. Éminent philosophe français. Et épistémologue. Mais, avouant son incompétence en égyptologie, il lui a dit « Il faut trouver un égyptologue dans cette Sorbonne pour siéger avec moi dans le jury. » Il n'en a pas trouvé un seul. Obligeant Cheikh Anta Diop à préparer une seconde thèse qu'il ne pourra soutenir que 6 ans plus tard, en 1960. Mais au moins, grâce à Présence africaine et à Alioune Diop, il a pu publier cette thèse récusée par la Sorbonne en livre à destination du grand public. Et là, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'un des plus grands penseurs contemporains du monde francophone, Aimé Césaire, saisi du manuscrit de Cher, comme il le dit lui-même, a fait le tour du tout Paris progressiste pour les inviter à défendre cet ouvrage à ses côtés, puisqu'il l'a considéré comme l'ouvrage le plus audacieux jamais écrit par un nègre et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. Ça, c'est Discours sur le colonialisme. Donc, pour prendre effectivement la suite, Césaire se bat. Césaire cherche, il ne trouve personne. Cheikh Anta Diop est conscient de ça. Et quand on veut faire le lien, parce que, encore une fois, il n'y a pas de hasard. On ne trouve pas des gens qui brillent dans la science, qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans la politique. On doit penser forcément qu'il y a une continuité. Et cet homme avait compris une chose, que tout ce qu'on apprend à l'école, si ça ne sert pas à nos pays, si ça ne sert pas à nos continents, ça ne sert absolument à rien. Il a décidé de se jeter en politique. Parce qu'ici, sur place, il a combattu cette férocité. Qu'il a agressé, lui, physiquement, intellectuellement. Déjà dans son pays, il avait subi, on a parlé du renvoi. Il y a la question de la mention. Une mention qu'on va lui donner pour l'empêcher d'exercer à l'université. Il rentre dans son pays... Expliquez la question de la mention. Alors, académiquement, enfin, selon les normes françaises, francophones, etc., vu que nous sommes des suiveurs, on avait fait du copier-coller. Pour avoir le droit d'enseigner à l'université, il faut disposer de la mention très honorable avec félicitations ou acclamation du jury, bon, selon les formules plus ou moins consacrées. Nous avons repris la même chose. Donc, peu importe la qualité de votre travail, si dans le jury, il y a quelqu'un qui estime que pour une raison ou pour une autre, vos lunettes sont mal disposées ou je ne sais quoi, il vous refuse la mention qu'il faut, mais vous ne pouvez pas enseigner à l'université. Et quand il rentre chez lui, il n'a pas le droit d'enseigner à l'université. Il arrive en France en 1946, il repart de France en quelle année? En 60. En 60, donc 14 ans après sa soutenance de thèse. Voilà. Il avait fait son temps. Mais il aurait dû rentrer dès 54. L'indépendance du Sénégal est proclamée. 1960. Elle est déjà proclamée quand il rentre. Absolument. Voilà. Le président Senghor est déjà président. Est déjà là. Et il n'y a qu'un seul autre docteur d'État ès-lettres avant lui dans le pays, c'est feu le professeur Abdoulaye Ly. Mais tous les deux vont être reclus à l'Institut français d'Afrique noire, devenu institut fondamental à l'IFAN, et privé d'enseignement à l'université, alors que le docteur d'État vous donne droit, ipso facto, à être enseignant à l'université. Il crée son parti politique en quelle année? Le premier parti, il le crée dès 1961. Dès 1961. Après avoir publié... Est-ce qu'il a une ambition de conquête de pouvoir ou simplement
de faire vivre des idées. Il avait coutume de dire nous ne cherchons pas le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'il a eu l'occasion, vous savez, à plusieurs reprises d'être sollicité. Par exemple, lorsque et Houphouët-Boigny et Senghor se trouvaient dans le comité constitutionnel chargé de rédiger le projet de constitution pour le référendum gaulliste de 1958, il a été invité à s'associer à eux pour la partie ultramarine, pour les anciennes colonies, qui devaient rentrer dans la communauté francophone. Il a catégoriquement refusé, en disant « Vous n'allez quand même pas me demander de mettre ma réflexion au service du projet de domination de mes peuples. » C'est ce parti dont vous êtes le secrétaire général aujourd'hui. C'est la continuité de ce parti, parce que le premier parti qu'il a créé en 1961 a été interdit et dissous par le président Senghor dès 1963. Jusque... Et il en a recréé un dans la foulée en 63 que Senghor a refusé de reconnaître. Le FNS. Le FNS, après le BMS. Mais en fait, du fait de l'incarcération prolongée de Mamadou Dia, premier président du Conseil et qui est le véritable père de l'indépendance du Sénégal, il avait décidé, il avait fait le serment que tant que Mamadou Dia resterait en prison, il ne créerait pas de parti politique. Ce qui fait que ce n'est qu'après la libération de Dia et de ses compagnons en 1974 qu'il a repris les préparatifs pour finalement créer un parti en février 1976, et ce sera le RND, qui ne sera pas reconnu par le président Senghor, jusqu'à son chute, jusqu'à son départ. Pourquoi le choix de ce nom, Rassemblement National Démocratique? Parce que précisément, le premier parti auquel le professeur Cheikh Anta Diop est adhéré, alors qu'il était encore étudiant à Paris, c'est le Rassemblement démocratique africain. RDA. RDA, qui est en fait le vrai libérateur de colonies françaises en Afrique. Un petit peu comme les ANC et les African National Union, CANU, TANU, etc., de l'Empire britannique. Le dernier est également un rassemblement. Et il devait s'appeler RNDS. Mais il a supprimé le S. Il a fait enlever le S du manifeste en disant qu'on ne peut pas créer un parti pour les micro-territoires non viables. Justement, quelle est sa pensée politique? Il nous reste... un quart d'heure, quelque chose comme ça. Allons-y au fond de sa pensée politique. Comment vit-il au Sénégal? Parce qu'il est très entravé par l'institution qui est là. Le président Senghor, à son égard, apparaît comme quelqu'un de très, très dur. Hostile. Hostile, disons les choses telles qu'elles sont. Comment il vit? Il vit très modestement. Absolument. Il crée son parti politique, les meetings, les manifestations sont interdites. Il est dans l'opposition. Et l'opposition n'est pas tolérée. Parce que c'est le système du parti unique. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le message à la fois politique, mais de l'œuvre, dans l'ensemble de l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop, et ça revient souvent dans les titres même, c'est l'unité. L'unité culturelle, unité politique, unité historique, il y a cette continuité. Quand il parle de son projet politique, c'est le projet d'un État fédéral, effectivement, on voit même dans le terme rassemblement. Donc, en fait, c'est son rêve, je pense. Lui qui était si méticuleux, est-ce qu'il indique une démarche à suivre pour arriver à... Plusieurs. Il y a une qui me frappe le plus, c'est la langue. Hier, le docteur Diop nous a rappelé qu'approximativement 15% de la population sénégalaise parle, lit, écrit le français. Donc, si au Sénégal, je fais de la politique et que je m'exprime en français, j'exclus 85% de la population. Et les premiers textes que j'ai lus de lui, non seulement il y a le travail sur la langue, mais il a confirmé sur le terrain puisqu'il faisait ses meetings politiques en Wolof, ou Valaf pour certains puristes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir et sur lequel on ne doit jamais cesser de réfléchir. Une langue supranationale. Voilà, une langue d'unification continentale. C'est-à-dire, en fait, la clé, le message clé de Cheikh Anta en politique, c'est l'unification fédérale du continent africain. Condition sine qua non de sa survie à l'ère des grands ensembles que nous connaissons. Cette unité suppose une unification politique, c'est-à-dire les domaines de la diplomatie, de la sécurité et de la défense nationale, sécurité intérieure et défense extérieure, de la monnaie, de la haute administration, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique doivent faire l'objet d'un abandon mutuel et réciproque de souveraineté. Deuxième élément, et c'est l'aspect culturel, et c'est là où l'apport, parce que ça se situe dans la tradition panafricaniste qui remonte au début du XXe siècle. Et il s'est inséré dans cette tradition avec un apport complémentaire qui lui est propre, c'est la dimension culturelle. Il nous faudra une langue d'unification continentale. C'est le lien entre la Renaissance, dont il est le chantre, et l'action politique. Et l'action politique, et l'engagement personnel. Voyez ? Et les valeurs. En politique, les valeurs, c'est quoi? Alors, les valeurs, c'est
et c'est dans le premier article qu'il est écrit en tant que secrétaire général de l'association des étudiants RDA, c'est de dire on doit faire de la politique pour des idées et non pour des personnes. On doit toujours, c'est le fameux message de Césaire à Pierre Aliquer au moment de leur élection en 1946, veiller, Pierre, au cours de notre mandat, nous devrons veiller à ce que jamais l'intérêt général ne soit noyé dans les eaux glacées de l'intérêt privé. Quel est son positionnement par rapport aux références occidentales classiques du conservatisme, il les récuse toutes. Progressisme, capitalisme, socialisme? Parce que, encore une fois, tout le spectre politique européen est impérialiste et colonialiste au fond. C'est biaisé. Et donc, de notre point de vue, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme ils disent. Ça pèse quoi aujourd'hui, le parti de Cheikh Anta Diop? Électoralement négligeable. Mais intellectuellement? Et si vous voulez, du point de vue de l'impact politique et moral sur le pays, il est massif. Est-ce qu'il a eu des traductions ailleurs, dans d'autres pays africains? Il y a, à ma connaissance, en Afrique de l'Ouest, des mouvements type Génération Cheikh Anta Diop, au Burkina, Club Cheikh Anta Diop, au Mali ou au Sénégal, mais le projet de constitution d'un parti fédéraliste à l'échelle continentale est devant nous. C'est notre contribution, nous, la génération des fils, par rapport au projet élaboré par les pères. Ça vous tient à cœur, ça nous parle énormément. Je donne d'abord la parole à Cheikh qui est déjà chaud. Juste pour revenir par rapport à la question des valeurs, effectivement, le professeur Cheikh Anta Diop expliquait pourquoi il privilégiait les élections législatives aux élections présidentielles. Parce que législatives, on parlait au peuple, alors que présidentielles, c'était pour les personnes. Enfin, et puis juste pour revenir par rapport donc effectivement au projet politique, c'est ce que vient de dire le docteur Diallo Diop, c'est aussi le rêve et ce qu'essaie de faire la Ligue panafricaine Umoja, effectivement. Et on espère pour le mois de février 2014, nous allons aller à Dakar et sur le terrain, on a déjà commencé des discussions entre la Ligue panafricaine Umoja. Vous espérez, j'imagine, essaimer à peu près partout en Afrique, passer des messages. Vous êtes là, vous vous adressez à un public potentiellement réceptif. Nous passons des messages au quotidien. Quand on crée une section territoriale, en toute honnêteté, ce n'est pas de l'amusement. On n'est pas dans de la cosmétologie ou quelque chose dans ce genre. Voilà. Dites à la télévision, c'est un des multiplicateurs. Hein. Ah oui, mais non. Cheikh Anta Diop fut élu député. Avec les tripatouillages électoraux au Sénégal, on lui avait concédé généreusement un poste de député après avoir bourré les urnes, comme on sait si bien le faire dans certaines contrées, même ici, hein, on connaît cette tradition. Il a refusé d'aller siéger. Et lorsqu'on parle de valeurs, c'est aussi des valeurs que nous véhiculons. Nous, Ligue panafricaine Umoja, nous sommes des bénévoles. Lorsque nous lançons ce journal, pour nous, pour tous les Africains ou non-Africains qui sont intéressés, qui peuvent télécharger ce magazine à travers le monde, nous ne sommes pas payés. C'est de notre temps, c'est de notre argent que nous utilisons pour que les Africains s'unissent. Est-ce que vous avez un objectif de conquête du pouvoir ou peu vous importe, ce sont les idées? Alors, ce sont les idées que nous devons au maximum diffuser. Nous ne sommes pas de doux rêveurs, nous savons très bien que nos enfants continueront le combat, nos arrière-petits-enfants continueront le combat. Cheikh Anta Diop nous avait prévenu sur la balkanisation du continent. Notre continent est en train de se balkaniser et nous en parlons au quotidien. Nous attirons l'attention de tous les Africains. Si nous ne sommes pas unis, même un petit pays comme le Sénégal peut se retrouver fragmenté en plusieurs demain. Comment on fait pour s'unir? Or, la fédération, point de salut. Comment on fait pour s'unir? Comment parvenir à la fédération? L'une des voies possibles, étant donné que nous ne pouvons nous unifier sincèrement et démocratiquement que par la persuasion, par des méthodes non violentes, contrairement aux autres fédérations qui se sont constituées dans l'histoire des autres continents. L'une des voies proposées par le professeur Cheikh Anta Diop, c'est l'organisation de référendums. Il faut peut-être que... dans chacun des territoires. Nos dirigeants soient l'expression populaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez l'exemple de l'Afrique du Sud qui est là. L'ANC, parti centenaire, a une tradition panafricaniste avérée et elle a pris le pouvoir après 82 années de combat. Et Mandela est un patriote africain. Mais à l'échelle de la seule Afrique du Sud, malgré leur puissance intrinsèque, ils ont été obligés de transiger sur le pouvoir économique. Il n'y a que sur le pouvoir politique de une personne, une voix, qu'ils sont restés intraitables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unification organique de notre continent pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la grande majorité de nos concitoyens est une urgence et une nécessité vitale.
Il nous reste moins de 10 minutes. Personne Que chacun dise spontanément le message qu'il a Personne envie ne le de fera faire à notre passer. place. C'est aux Africains eux-mêmes de trouver les voies et moyens de mettre fin au chaos actuellement programmé sur notre continent, à l'insécurité et à la misère endémique, à s'unifier et à s'entendre sur un plan de reconstruction et de développement endogène et autonome Ça de notre passe, continent. et c'est là le lien avec l'œuvre intellectuelle, historique et anthropologique de Cheikh Anta Diop. Ça passe par la prise de conscience par chaque Africain que nous sommes un à l'origine, culturellement. Exactement, et que tout projet politique, économique, social a forcément d'abord un préalable et un soubassement culturel. C'est à cela que nous travaillons dans la phase actuelle, à l'éveil des consciences, à la mobilisation des énergies, afin de pouvoir les organiser autour d'un projet Pas de projet politique sans conscience culturelle. nationale. Et la nation, c'est l'Afrique. La patrie, c'est l'Afrique. Oui, il faut le dire. Mais cette conscience culturelle, en réalité, ne peut venir que par l'éducation des masses. Et ça, c'est un des projets auxquels la Ligue panafricaine Umoja... Enseigner Cheikh Anta Diop dans les écoles en Afrique, est-ce que c'est courant d'abord? Même à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il n'est pas dans les programmes. L'université Et qui porte son nom. Voilà. Il n'est pas dans les programmes de la Où faculté de quelqu'un lettres. est venu nous rappeler que nous n'avions pas notre place dans l'histoire. N'est-ce pas? Pas assez. N'est-ce pas? Sur notre invitation, sur l'invitation d'un de nos chefs. Et donc, effectivement, il y a l'éducation à la base. Mais cette éducation, nous savons que pour changer les choses aujourd'hui, il y a des pouvoirs, on va dire, monarchiques, etc., qui sont installés. Pour changer les choses, ceux qui croient à l'idéal panafricaniste ne peuvent pas changer les choses par procuration. Non. En réalité, il faut aller à la conquête du pouvoir politique. Mais le pouvoir politique, pas politique politicienne. Et donc, conquérir le pouvoir politique et commencer à mettre en place dans les programmes d'enseignement, enseigner l'histoire de l'Afrique, telle que nous l'a montré Cheikh Anta Diop. Cette histoire qui n'est toujours pas enseignée jusqu'à aujourd'hui, enseigner les langues africaines, enseigner en langues africaines. Et c'est ça qui va amener cette prise de conscience. Et après la prise de conscience, travailler à l'organisation des forces panafricanistes, à l'unité des forces panafricanistes. Parce que le continent est balkanisé en différents territoires, mais les masses africaines peuvent s'unir. On peut créer un État fédéral aujourd'hui si, quelle que soit la distance entre les territoires, il y a une prise de conscience entre un peuple qui est à l'ouest, un peuple qui est en Afrique centrale, créer déjà le premier noyau d'un État fédéral. Et la conscientisation du continent va venir au fur et à mesure que ceux qui ont pu conquérir ce pouvoir politique vont construire. C'est un modèle qu'ils ont déjà étudié. Pour conquérir l'Afrique pharaonique nègre, on a dû la balkaniser déjà, en quelque sorte. Mais Et s'attaquer à sa culture. On l'a fragmenté. Mais vous voyez, et c'est notre rôle, c'est de montrer à nos compatriotes africains que la fragmentation et le démembrement de notre continent, qui a commencé avec le congrès de Berlin en 1885, se poursuit encore de nos jours. C'est-à-dire, malgré la décision de l'OUA en 1963 de décréter intangibles les frontières dites héritées de la colonisation, on a commencé par démembrer l'Éthiopie, voilà, les guerres avec l'Érythrée. le Soudan. On a démembré Il faut la peut-être Somalie rappeler a explosé. qu'avant 1885, il y a quand même plusieurs siècles d'un drame absolu. La traite. Oui. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, le colonialisme n'est que la continuité sous d'autres formes de la traite. Tout à fait. Tout à Vous voyez fait. C'est un mouvement. Et la mondialisation sur le consensus de Washington d'aujourd'hui est encore la forme moderne et contemporaine de ce rapport, de ces traités inégaux, de ce rapport de force criminel qui nous est imposé En réalité, et auquel seule notre Cheikh Anta mobilisation Diop, et notre action pourront mettre un terme. pour donner la perspective, il n'était pas le seul à parler de l'unité africaine. Il y a eu depuis, on a vu avec le mouvement panafricaniste, les Garvey, jusqu'à Kwame Nkrumah, jusqu'à Patrice Lumumba, tous les nationalistes africains étaient panafricanistes, ont rêvé de l'unité africaine. Et aujourd'hui, nous devons, les forces panafricanistes, mettre en On marche sait très ce bien rêve. que ce sont ceux-là qui ont Mettre été mis en marche hors ce jeu. rêve.
Exactement. Alors que les fantoches font 2, 3, 4 décennies au pouvoir et nous refilent leurs rejetons quand ils s'en vont en toute sérénité. C'est ça qui doit prendre fin et personne n'y mettra un terme, si ce n'est nous-mêmes. Notre avenir est entre nos mains. C'est vrai que les gens souvent sont désespérés. 2, 3 éléments. Vous prenez aujourd'hui un panafricaniste qui gagne une mairie ou un village de 5000 habitants. Il construit une petite médiathèque. Le pouvoir ne pas donner d'argent, ce n'est pas grave. On prend dans cette médiathèque, on met ce livre. On met ces livres de Cheikh Anta Diop. Est-ce qu'on imagine l'impact que ça va avoir sur les enfants qui vont lire cela? Je vous laisse deviner. Deuxième élément, ne désespérons pas. Dans l'est du continent, Tanzanie, Ouganda, Kenya, Burundi, Rwanda, ils ont mis en place une zone économique monétaire unique. Ils vont avoir leur monnaie à eux. Castor Osende Afana a commencé, Tchunjang Puemi a continué le travail, Nicolas Agbo également. Et tout ça, c'est du job sans le dire. La monnaie unique, c'est du job sans le dire. Ne soyons pas désespérés. Cette Afrique va s'unir un jour, ça va se faire effectivement un petit pas, et non pas à pas forcé, comme l'a si bien rappelé Diallo Blondin Diop. J'ajoute que la CEDEAO aussi est censée avoir sa monnaie commune à travers anglophones et francophones. À l'horizon 2020. Mais il s'est reporté de décennie en décennie. Hélas. La première échéance, c'était 81, puis 2000, puis 2015. Maintenant, on dit 2020. Bientôt, on va dire 2035. On ne peut plus continuer comme ça, c'est suicidaire. Il est temps d'agir, de cesser de parler. Pourquoi avec un projet aussi intéressant, révolutionnaire et opportun pour les Africains eux-mêmes, pourquoi ce faible impact sur le plan électoral au Sénégal? C'est dû il y a plusieurs facteurs. Il y a l'ignorance de la population. 30 secondes. Il y a l'importance de l'argent et de la corruption dans les procédures électorales. Il y a aussi les turpitudes des politiciens professionnels qui tiennent de beaux discours, mais qui, à l'épreuve du pouvoir, s'avèrent tellement décevants que finalement, le terme de politicien au Sénégal, et je crois que c'est répandu dans beaucoup de pays, est péjoratif quand il n'est pas insultant. En tout cas, moi, quand on me traite de politique, d'ailleurs, les rappeurs chez nous, ils disent politicien. de politicien. Moi, j'explique, je ne suis pas un politicien, je suis médecin, je gagne ma vie par la médecine. J'accepte d'être un homme politique, tout au plus. Eh bien, c'est terminé. Il faut des émissions pour parler de Cheikh Anta Diop et d'autres. On a parlé de son projet politique, j'espère que ça vous aura intéressé parce qu'on a abondamment parlé d'autres sujets qu'il a abordés. L'aspect politique, aujourd'hui, se révèle peut-être même encore plus intéressant, fondamental et marque l'avenir. On nous dénie le passé, peut-être que l'avenir nous appartient. Rendez-vous dans 15 jours pour l'invité de l'histoire. Bonsoir.